Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, version NBA Finals 2022 bien sûr, et status quo pour ces Finals, puisque pour le dernier mini-épisode, on va dire, on était à 1 partout dans la série avant de prendre le chemin de Boston, et nous voilà maintenant à 2 partout avant un retour à San Francisco après 2 matchs dont on va parler aujourd'hui, donc avec celui qui les regarde ces matchs au petit matin en ce moment, depuis le pays du matin calme justement, plus ou moins calme d'ailleurs. Comment ça va Ben ? Ça va très très bien. C'est une sensation un peu étrange de regarder des finales NBA le matin, Adrien, parce que d'abord, je les regarde le matin et en plus, sur le League Pass, j'avais la tradition de les regarder du coup la nuit, comme tout bon français, sur la télévision française. Donc c'est des finales NBA, mais c'est un peu des finales NBA différentes pour moi. Mais ça reste très très intéressant. Et puis la digestion du match doit être différente, parce que nous, on va dormir et puis après, on revient sur ce qu'on a vu. Alors toi, t'as toute une journée pour les avoir en tête, quoi. Eh bien, tu vois, par exemple, là, depuis la fin du 4, j'ai pas dormi, moi, du coup. Enfin, techniquement. Et du coup, pour ce genre de podcast, c'est un peu mieux. Peut-être que je suis plus frais. Enfin, il est bientôt 2 heures du matin chez moi, donc je sais pas si je serai frais jusqu'à la fin. Mais en tout cas, peut-être un petit peu plus pour l'analyse. Mais on va pouvoir voir ça, on va pas perdre plus de temps sur l'introduction. Évidemment, le rappel protocolaire des plateformes de podcast. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, donc sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, évidemment également sur YouTube où on a eu des beaux chiffres sur les dernières vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos, à voir les podcasts en plus de les écouter, donc on vous remercie bien entendu. Ouais, on s'excuse aussi parce que là je suis dans un nouveau setup, donc la lumière, tu vois, Adrien, toi c'est travailler, moi clairement la lumière elle donne dans mon dos, on voit un climatiseur, l'humidité est horrible ici, donc j'ai pas le choix, excusez-moi, donc faut que je retravaille, je m'excuse. On reste des podcasteurs avant d'être des youtubeurs, bien évidemment. Et puis, on est aussi Exactement. présent sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à échanger avec nous, même en pleine nuit, pendant les matchs sur Twitter. Vous êtes les bienvenus dans tous les cas. Et puis ça y est, on va continuer de parler de cette série 2-2 pour les NBA Finals 2022. Nous voilà donc à mi-parcours à peu près. En tout cas, on a joué 4 matchs sur 7 maximum dans cette série entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics. Et égalité, donc 2 partout après une première défaite des Warriors chez eux. On se demandait ce qui allait se passer à Boston. Boston qui a emporté le Game 3 avant de s'incliner dans un Game 4. On va parler de ces 2 matchs un peu 2 en 1 avec peut-être des leçons à tirer. Ben, je te propose qu'on commence. Quels ont été pour toi les premiers constats de ce retour à Boston, en tout cas au début Game 3 puis sur le Game 4 ensuite? Alors, il y a déjà mon état d'esprit après le match 2. J'ai pas pu être là pour le bilan que tu as fait avec Alan, où j'estimais qu'après le match 2, j'avais des relents des séries précédentes de Boston, où j'estimais que j'avais vu Boston meilleur sur les 2 premiers matchs. Si tu veux, si on compte au point, pour moi, ils gagnent, mais ils sont à 1-1. Après le match 3, j'avais vraiment la sensation qu'ils avaient trouvé beaucoup de solutions. On en parlera notamment offensivement et même défensivement où ils avaient su s'adapter aux Warriors et où en plus, côté Warriors, on commençait à voir que certains membres et un membre en particulier de leur Big Three historique étaient en grande difficulté. Donc pour moi, ce match 4 allait être un match pivot, mais je le voyais vraiment comme une possible victoire des Celtics et qui pouvait vraiment prendre un net avantage dans cette série parce qu'on sait que historiquement, les Warriors sont bien passés pour le savoir. Dans le mauvais sens du terme, quand tu mènes 3 en finale NBA, tu gagnes la plupart du temps. Et puis ce match 4 a montré toujours ce qu'on dit par rapport à Boston, si je reste généraliste pour cette première réponse, ce qu'on voit avec Boston depuis le début des playoffs, c'est-à-dire qu'ils ont des trous d'air monumentaux. Et contre une équipe des Warriors qui sait toujours, malgré qu'elle a parfois quelques difficultés en attaque, sait toujours attaquer avec un Stephen Curry flamboyant. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, les Celtics contrôlent toujours leur sujet, je trouve, 60% du temps. Mais alors, les 40 autres % du temps, et même parfois les 10% du temps, ils sont vraiment pas bons. C'est très, très gros danger, quoi. Peut-être les troisièmes quarts, on pourra en parler, il illustre assez bien. Des séquences un peu coup près, bascule, où je trouve que parfois Jaylen Brown et Jason Tatum sont pas toujours inspirés. Donc, on va entamer le match 5 et je t'avoue que je vois pas de favori clair. Oui, c'est ça. Alors, pour commencer, côté Boston, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors, je veux pas parler au nom d'Alan, qui serait sûrement plus précis. Mais on a l'impression qu'on tire à peu près les mêmes conclusions. Alors, il y a des ajustements et des changements au fur et à mesure des matchs tout de même.
Mais on est toujours sur le même constat sur Boston, les mêmes frustrations avec, comme tu disais, ces passages à vide qui sont de vrais passages à vide. Ils sont peut-être moins nombreux en termes de minutes jouées, comme tu le disais. Mais par contre, quand Boston n'y arrive plus, les Warriors font des très très gros runs. Et c'est un peu le discours qu'on tenait tout le long. Là où du côté des Warriors, eh bien, il y a peut-être plus de changement dans l'analyse entre guillemets. Tu l'as dit sur le Big Three. La surprise, peut-être qu'avant la série, on se disait oui, c'est Klay, et même en début de série d'ailleurs, Klay qui était en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Alors c'est plus le Klay il faut faire une croix sur le Klay 2018-2017 d'époque effectivement, mais sur le Game 3, on l'a retrouvé avec un peu plus d'adresse, peut-être un peu meilleur que ce qu'on pouvait penser. Là où on a vu Draymond Green, pour ne pas citer le troisième larron, s'effondrer totalement. Enfin, le Game 3 de Draymond Green, c'était très dur. Game 4 aussi. Honnêtement, c'est pour un joueur de ce calibre-là, c'est une des pires perfs que j'ai vues en finale NBA et même en playoff. C'est vraiment un naufrage. Et tu vois, par rapport à Draymond Green, on en est vraiment arrivé au point où il faut qu'il ait un niveau défensif affolant pour qu'il soit viable sur le terrain. Et il n'a pas ce niveau défensif affolant parce que physiquement, il a moins cet avantage que dans d'autres séries. Et puis offensivement, enfin, je vais pas te couper, mais offensivement, il regarde pas le panier la plupart du temps. Je veux dire, dans le match 3, c'est très visible que Boston met Smart sur Draymond Green quand il est loin du ballon pour qu'il joue l'aide. Smart, la plupart du temps, ne regarde même pas Draymond Green parce qu'il sait que ça va terminer sur une passe. Il n'y a pas de danger de tir. Quand Draymond Green prend ses tirs, c'est rare tir à 3 points. Il en met très peu dans ses playoffs. Tu vois bien que vraiment, il le fait à contre-cœur. Donc oui, c'est compliqué, Draymond Green. Et on peut peut-être en parler, mais ce coup de poker de le sortir de Steve Kerr, moi, je trouve qu'il faut en parler parce que Draymond Green, c'est un triple champion NBA, c'est un défenseur de l'année, c'est un quadruple All-Star de tête. Et c'est un des piliers, c'est un des top 3 historiques. Dans un match bascule d'une finale NBA, le fait de le sortir à un moment clé, même si tu sais qu'il est un peu moins bon, il faut le faire. Et Steve Kerr a su le faire. Oui, tu l'as dit, c'était un des tweets que j'avais fait pendant le match. C'est vrai que c'était une décision il y a eu un moment assez étonnant de justement quand Draymond sort. Donc on est dans le game 4 pour ceux qui n'ont pas tout suivi. C'est dans le game 4 entre 7 minutes et 3 minutes de la fin, enfin restant dans le quatrième quart, où Steve Kerr décide de se passer de Draymond Green. Et décide à un moment donné de le faire rentrer sur une possession défensive. Draymond Green prend le rebond, les Warriors remontent la balle. Temps mort, Draymond, tu te rassois parce que là, faut qu'on attaque. Effectivement, ça illustre ce que tu viens de dire. Au-delà il ne regarde pas le panier. Sur les drives, même sur short roll, qui était un peu sa marque de fabrique et qui le rendait très très dangereux, vu qu'il ne prend plus ses petits flotteurs ou les petits mid-range, il suffit de défendre le grand qui est à côté de lui, même s'il a trouvé quelques passes quand même avec un bon placement de Looney. C'est vrai que offensivement, il est plus que négatif. Et défensivement, voilà, ça devient compliqué. Il est plus aussi vif. Tu l'as dit, je te paraphrase finalement, mais c'est ça, c'est que pour qu'il ait une contribution positive en finale NBA, ce qu'on est en droit d'attendre normalement de Draymond Green de par son statut, largement. Il faudrait vraiment qu'en défense il soit incroyable. Là, hier dans la première mi-temps, j'avais vu la statistique offensive. Quand Draymond Green est sur le terrain, c'était, hop, je retrouve mes notes, voilà, 0,83 points per chance, donc par possession pour les Warriors. Quand il est en dehors, c'est 1,38. 0,83, 1,38. C'est-à-dire que l'attaque change du tout au tout, même si c'est une attaque portée globalement par un Stephen Curry incandescent. Je pense qu'on pourra y revenir. C'est vrai que c'est très 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 compliqué pour Draymond Green. Et Steve Kerr l'a vu comme nous en fait finalement. Il l'a vu et je pense qu'au bout d'un moment, il n'osait pas le sortir. Tu ne peux pas le sortir directement après son game 3 dans le game 4, le sortir trop vite. Mais à la fin du match, t'es encore dedans. C'est un fin de match serré. Je pense que Steve Kerr l'a vu. Draymond Green le sait. Et il peut l'asseoir sans qu'il fasse un scandale. Et je pense que la finalité, c'est surtout heureusement que les Warriors gagnent ce game 4. Parce que ça va laisser du repos et du répit à Draymond Green sur les commentaires notamment. Il va pouvoir peut-être un peu se resituer. Là, on va beaucoup parler de la victoire, de Stephen Curry, etc. Donc ça peut lui faire du bien, on lui souhaite en tout cas. Puis tu vois, c'est super intéressant ce que tu as dit sur le rollman. Ils ont pas cette arme,
cette flèche à leur arc, les Warriors, et ça fait très mal pour une équipe qui joue du pick and roll comme ça. Ils ont pas de mecs sur le roll, et du coup, très souvent, les Celtics le savent très bien, et la manière dont ils défendent le pick and roll, qu'ils défendent assez bien, il faut pas croire, on en parlera, hein, les shoots de Stephen Curry, c'est juste qu'il met des tirs inhumains, c'est pour ça. Mais c'est une arme qu'ils ont pas, et c'est assez embêtant de pas avoir cette verticalité-là que seul Andrew Wiggins a plus ou moins chez eux, quoi. Oui, puis d'ailleurs, tu notes que les Warriors font beaucoup plus d'attaques en pick and roll avec Stephen Curry en initiateur d'attaque, contrairement à ce qu'on avait pu voir et beaucoup dire sur les Warriors, leur attaque avec Steph sans ballon et beaucoup de redoublements de passes et d'écrans off-ball, etc. On revient sur une tendance avec un peu plus d'attaque classique entre guillemets, puisque cette attaque dépend uniquement de Stephen Curry. Alors uniquement, c'est un peu gros, mais tu dépends tellement de Stephen Curry que finalement, la meilleure chose à faire, c'est de faire un pick à Steph pour que, comme tu le dis, il aille mettre un tir surréaliste. Alors on entend beaucoup parler de la défense de Boston qui serait un peu trop basse, un peu trop en drop sur les pick and roll de Steph Curry. Personnellement, je trouve en tout cas sur le Game 4, pas tant que ça. Il a pas beaucoup d'espace, Steph, sur les pick and roll. C'est juste que il dégaine une vitesse incroyable. En plus, il les met un peu de n'importe où. Et tu as peur de cette menace de drive parce on parle toujours du shooter Steph Curry, mais il n'est pas que ça en plus. C'est ça qui en fait un joueur extraordinaire. C'est que il peut te prendre sur un premier pas. Une fois qu'il t'a pris sur le premier pas, tu sais qu'il peut faire un step back, il peut aller au flotteur, il peut ressortir bien sûr, puisque tu as quand même quelques menaces. Clay est toujours là. Clay, quand on lui demande pas de dribbler et de mettre des tirs, il en a encore mis. Là, depuis le Game 3, ça va mieux pour Klay Thompson. Et ça ouvre l'éventail de Steph Curry. C'est plus compliqué que simplement, ne drop pas, joue en edge totalement sur Curry. C'est plus compliqué que ça pour la défense de Boston. Avant de revenir sur les drives, parce que c'est très intéressant par rapport à Klay, moi je t'avoue que j'ai un peu fouillé les NBA stats parce que je me suis dit, effectivement, Klay, on l'a perdu, c'est pas le même Klay. Donc j'ai voulu regarder sur les 3 points contestés parce que c'est un peu cela où visuellement tu te dis, Klay Thompson, il est moins bon qu'avant. Le truc que j'ai trouvé très surprenant, c'est qu'en fait, quand tu regardes statistiquement, sur les 3 points contestés, j'ai pris ces 3 dernières campagnes de playoffs, c'est globalement les mêmes statistiques. Enfin, il est à 30% cette année, il est à 31% en 2019, il était à 23% en 2018. La seule différence, c'est qu'en fait, la proportion de ses tirs dans le global, avant, il avait tellement de shoots ouverts, et oui, les shoots ouverts, il y a une campagne de playoffs, il est à 61%, donc oui, effectivement. Mais ces shoots très contestés-là, il est en gros dans la même gamme. Le seul problème, c'est que dans cette série, il met rien. Il est à 2 sur 14 sur les 3 points contestés. Donc, effectivement, la longueur de Boston lui pose des problèmes. Et pour en revenir sur le drive, tu vois, si on peut garder cette idée de longueur, d'aspect physique dont on avait un peu parlé, quand on regarde les top 5 des joueurs au nombre de drives dans cette série, Jason Tatum, Stephen Curry, Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White. Il y a 4 joueurs des Celtics dans les 5. Ils ont pas cette faculté en dehors de Stephen Curry que parfois un Jason Tatum, un Jaylen Brown ont. En gros, on va baisser l'épaule, on va aller chercher le panier. Ils l'ont pas du côté des Celtics, des Warriors. Enfin, je veux dire, Klay Thompson et Andrew Wiggins, c'est 58 drives, c'est moins que Jason Tatum. Mais il y en a combien pour Andrew Wiggins sur cette stat en plus? Parce que il y en a 28. 28 pour Andrew Wiggins, 30 pour Klay Thompson, tu vois. Mais Wiggins, en plus, dans la plupart de ses drives, c'est pas quelque chose où il est très en réussite. Donc, tu vois, c'est compliqué à ce niveau-là. C'est très intéressant de voir que quand on compare les séries, les Celtics ont jamais autant drivé que dans cette série-là. Ils sont à 53 drives par match. Ils étaient à 43 la série d'avant. Ils en ont pris 10, là où les Warriors ont jamais si peu drivé. Et là, je pense qu'on voit l'aspect physique dont on parle beaucoup. Mais c'est assez intéressant parce que justement la différence entre ces Game 3 et Game 4 se trouve aussi là-dedans. On a vu un Game 3 où Boston a dominé physiquement à l'intérieur au rebond, on les a beaucoup vus au rebond offensif. On a vu du coup moins de drive. Il y a la dissuasion de Robert Williams. Je pense qu'on pourra aussi parler de Robert Williams qui fait quand même des super finals pour un joueur du standing. On n'a pas les mêmes attentes que Draymond Green, mais là du coup on est quand même sur quelque chose d'extraordinaire. On parlera de cette histoire de standing avec un certain franchise player de Boston, Adrien. On en reparlera, c'est noté. Je sais que de toute façon tu l'as en tête, on y reviendra. Et justement sur le Game 4, alors au début on a eu quand même, c'était à noter le changement de 5 de départ des Warriors, plus petit, avec Otto Porter, qui a pas réussi. Les 5 premières minutes des Warriors, c'était pas terrible du tout, donc on a vite remis Kevon Looney.
Et justement, là, les Warriors ont peut-être été un peu meilleurs physiquement. On a vu Looney dans son rôle qui est toujours très bon. Hein, justement, là depuis, ça fait 2 séries que je pense que plus grand monde a envie de tomber sur Kevin Looney. Andrew Wiggins qui était présent aussi. Et du coup, on a senti peut-être justement les Celtics un peu moins aller au drive. Ça s'est beaucoup vu, notamment dans les dernières minutes, ces fameux 4-5 dernières minutes où Klay Thompson met un 3 qui fait passer les Warriors devant. Et ensuite, les Celtics n'ont pas trouvé un drive. C'est un tir de Tatum, et après, c'est 5 tirs, les autres tirs. Il y en a 5 autres. C'est 5 tirs à 3 points. 2 fois Smart, 2 fois Horford, 1 fois White. L'accès au cercle a été un peu fermé par les Warriors qui sont retombés dans cette défense où, allez, on choisit, entre guillemets, bien entendu, de laisser les tirs sur les role-players à 3 points. Et cette fois-ci, ça s'est un peu mieux passé. La dimension physique, il y a quelque chose d'important sur cette série. Mais tu vois, ce qui m'embête côté Celtics, c'est que ça, on l'a déjà un petit peu vu dans le match 3. On l'a déjà un petit peu vu dans la série contre le Heat. On l'a déjà un petit peu vu dans la série contre Milwaukee. C'est un problème récurrent. C'est-à-dire que dans ces moments bascules, très souvent, et alors là, c'est question de philosophie de basket, mais est-ce que tu préfères que Derrick White prenne un shoot ouvert ou que Jason Tatum essaye de se créer son shoot? Moi, j'avoue qu'il y a 3 points de Danny Green ou tir de LeBron? Exactement. Enfin, alors il y a pas de réponse, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais il y a parfois, c'est vrai, cet effacement dont on a souvent parlé, hein, le fait de savoir quand prendre le tir, bien parfois ils le font pas. Et moi, ça m'agace un peu de les voir tomber de manière répétée dans ce piège-là, parce que c'est un piège qu'on leur a déjà tendu. Et surtout que je veux bien que ce soit compliqué d'accéder au cercle quand t'as des défenseurs assez physiques, quand tu as Andrew Wiggins sur toi, mais quand même l'absence de drive, sachant que tu peux aller chercher un Klay Thompson qui a été plutôt bon d'ailleurs sur le game 4, un peu meilleur en défense, qui a fait quelques contestations en fin de match plutôt bonnes, mais tu as quand même Steph Curry que tu peux aller cibler, tu as des minutes avec Jordan Poole, etc. Tu prends Tatum, il tire 5 lancers hier, Jalen Brown 2, avec la domination physique que tu as théoriquement sur ton match-up, c'est pas assez. Tu dois pouvoir aller en provoquer plus, et c'est des points plus faciles qui t'évitent justement ce fameux dilemme de quel tir tu veux prendre. Et pour quelqu'un, je le place maintenant, et c'est gratuit, et j'en profite puisqu'Alan n'est pas là, pour quelqu'un comme Jason Tatum qui nous bassine à longueur de temps avec Kobe Bryant, le fameux mythe, on pourra en reparler, de la Mamba Mentality, c'est peut-être là qu'il en manque un peu. Tu vois, surtout quand il y a ces 5 là avec les 3 arrières, Poole, Curry, Thompson, t'as pas le droit de pas driver là. Tu dois juste driver, baisser la tête, et ce qu'ils font plutôt bien, mais ils le font moins aussi, tu vois, dans le match 4, parce que les Warriors sont ultra agressifs sur la ligne de passe, parce qu'ils ont compris qu'à un moment, le drive and kick, tu vas pas perdre une finale NBA sur du drive and kick. Il y a un moment où tu vas être agressif sur la ligne de passe, et on voit bien que tout de suite, je vais pas commencer mon segment Jason Tatum maintenant, Adrien, mais on voit bien que Jason Tatum, quand je lis Matt Moore, anciennement de CBS Sport, qui me dit que Jason Tatum est un passeur phénoménal, j'aimerais bien qu'on se calme. C'est-à-dire que c'est un passeur qui est capable de voir les lignes de passe quand il y a une aide qui arrive, quand il y a un blitz sur le pick and roll, mais il est pas capable de me créer des angles de passe à la Trae Young, Jokic, LeBron. Il y en a 2-3. Hein. Alan te dirait qu'il y en a 2-3. Il a ressorti les vidéos, c'est vrai. En plus avec sa longueur où il arrive à les faire, mais c'est peut-être moins répété effectivement que ces gars-là. Exactement. Il fait les bonnes passes, mais en l'occurrence, on voit bien que quand les lignes de passe sont plus jouées, et c'est là où se créent la plupart des turnovers, il y a aussi ce truc de cycle avec les Celtics où tu as l'impression que les turnovers s'enchaînent. On en a déjà parlé, où ça s'enchaîne et c'est extrêmement compliqué. Là où des deux côtés, il y a des séquences des deux équipes où il y a beaucoup de turnovers, où ça peut être un peu bizarre. Je sais que t'aimes bien dire ça, mais c'est un peu le cirque Pinder, un petit peu sur la séquence. Mais c'est vrai que du coup, côté Celtics, il y a parfois cette sensation qu'on déjoue, et c'est là où je trouve vraiment le côté fort Warriors, du côté des Warriors où c'est très fort. Je suis jamais trop fan de cette histoire d'expérience, blablabla, mais ils ont une capacité à utiliser les temps faibles des Celtics contre eux qui est assez monumentale. C'est-à-dire que dès qu'il y a un temps faible du côté des Celtics, ils arrivent à le faire payer. Pourquoi? Parce qu'on peut ouvrir le chapitre Stephen Curry, Adrien. Ils ont le meilleur joueur de la série. Et alors la fameuse théorie du meilleur joueur de la série, je sais que parfois elle est un petit peu battue en brèche. Je suis désolé, cette série le prouve.
il n'y a pas de 2 si Stephen Curry est pas largement le meilleur joueur de la série. Il n'y a pas de 2 dans cette série-là. C'est de loin le meilleur joueur de la série. Première chose. Deuxième chose, je tiens à contredire tout ce qui est dit actuellement en mode c'est la première bonne finale de Stephen Curry. Arrêtons, c'est la première finale où Stephen Curry est le meilleur joueur sur le terrain. C'est ça la différence. D'habitude, il joue des finales avec Kevin Durant, LeBron James ou Kawhi Leonard, qui sont des joueurs, même s'il peut y avoir débat sur séquence, enfin d'un côté non, le Kawhi de ce run-là, c'est le meilleur joueur sur le terrain. C'est le meilleur joueur sur le terrain. Et il porte l'attaque des Warriors et forcément, quand tu as cette capacité-là à mettre des tirs à 3 points, notamment dans des troisièmes quart-temps ou dans des débuts de match où ton équipe est en difficulté, ça change l'équation. Il faudrait quand même pas non plus qu'on pense que tu minimises la perte de Steph Curry. Je veux quand même. Pas du tout. Il fait une performance légendaire, mais je veux dire, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue en fait. J'ai l'impression qu'on en parlait entre nous, tu vois, quand on nous disait mais dans DH20 pourquoi vous le mettez top 10 ? Parce que c'est voilà. Voilà, parce que ça. Mais effectivement, il est le meilleur joueur de la série et c'est pas si évident de le dire. Il le prouve parce que tu as quand même un Marcus Smart toujours sur la truffe et pas seulement. Tu as quand même les défenses qui se relaient du côté de Boston. C'est très très fort ce qu'il fait. Il porte totalement l'attaque des Warriors. Une statistique que je t'avais donnée quand on discutait un petit peu là en termes de usage. De possession qui se termine par un besoin de Steph Curry, on va le résumer comme ça. Cette année, Curry, pour le moment, il est à le plus gros usage depuis LeBron James en 2015. Donc LeBron James aux Cavs avec le boucher et le boulanger du coin. On salue Mathieu Della Vedova et tout ce squad-là. Exactement, mais hors plaisanterie, voilà. C'est-à-dire que quand tu as à ce point un haut fort d'usage derrière, pour donner une ordre d'idée, ensuite derrière 2015 c'est 2010 Kobe Bryant pour ceux qui situent, donc aux Lakers. Donc on est vraiment sur un joueur qui porte tout le poids de l'attaque de son équipe sur lui. Et moi ce que je voulais saluer aussi, ce qui m'a impressionné notamment dans le Game 4, c'est la performance physique en fait, parce que Stephen Curry, il redouble alors peut-être un peu moins de courses sans ballon cette fois-ci, mais c'est quand même à chaque fois du coup avec le ballon sur pick and roll, il faut se battre, il prend beaucoup de tirs après de nombreux dribbles, ce qui n'est pas évident du tout malgré tout. On dirait que si, mais ça l'est pas. Et en défense, il est toujours là tout de même sur ces séries. On le salue une nouvelle fois. Il est pas si facilement ciblable que ça. Et donc ça demande une dépense physique. Et donc voilà, le cardio du gars est à saluer aussi au passage, en plus de son niveau basket. Il est à 49% à 3 points. Il en prend 13 dans la série par match. C'est n'importe quoi. Oui, il est indécent. Et les 3 points qu'il prend, les gens voient les matchs. On espère que vous avez la possibilité de les voir. C'est des 3 points très compliqués. Effectivement, sur le côté physique, je te rejoins, où en plus on essaye de le cibler en défense. Je veux dire, les Celtics lui rendent pas la vie facile. Et on voit aussi tout ce concept de gravité. On a beaucoup parlé de Draymond Green. Alors, Draymond Green est négatif, mais quel autre joueur permettrait à Draymond Green de poser le pied sur le terrain à ce niveau de compétition ? Qui d'autre ? Je veux dire, je sais même pas s'il en existe un. Même en considérant KD. Tu vois, il faut qu'il y ait un joueur qui terrifie tellement la défense. Il y a des séquences c'est sur le 3, je sais plus, ou sur des drives, ils sont à 3 ou 4 dessus. Je veux dire, parce qu'ils ont pas peur de Draymond, et en plus que l'aide qui vient, vraiment, il fait des finales XXL, et je pense que quel que soit le résultat final, ça va faire du bien pour l'image de Stephen Curry, parce qu'il y avait toujours cette image il n'avait pas de MVP des finales, blablabla, etc. Et là, ça fait du bien de voir une performance dominante où en plus, tout y passe. C'est incroyable, le tir à 3 points, le petit flotteur, même certaines finitions. Franchement, c'est très, 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 très fort ce qu'il fait. Vraiment, c'est des finales de très, 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 très haut niveau. Du coup, qu'on ne pense pas, tu as bien fait de le préciser, Adrien, que je minimise ce qu'il fait. Je dis juste qu'en fait, là, c'est la première fois que c'est vraiment le meilleur joueur de la série sur une série de playoffs. Et pour un peu continuer, c'est là où notre deuxième théorie est aussi prouvée. La différence entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire que là, il y a un océan entre Stephen Curry et le deuxième joueur des Warriors, ce qui fait que la profondeur des Celtics leur permet d'être dans la série. Oui, parce que le deuxième joueur des Warriors, qui a priori
Alors ça pourrait fluctuer, alors ça dépend qu'elle considère meilleur joueur au plus. Moi je considère que le plus valuable derrière Steph Curry c'est Andrew Wiggins, mais c'est une appréciation personnelle par rapport au profil et ce qu'il apporte. Tu l'as dit sur les drives, sur les besoins de rebond, là où on a Draymond Green qui n'arrive plus, c'est la Andrew défense Wiggins. Sur Jason Tatum aussi. La défense sur les ailiers globalement, le défi physique qu'il impose aux ailiers des Celtics, c'est probablement lui. Mais c'est vrai que si on devait faire un classement, c'est une question que j'avais posée après le game 2 ou 3, je ne sais plus, sur Twitter. Bon, si on considère que Stephen Curry est le meilleur joueur de la série, jusque-là, a priori, pas trop de discussion. Que 2 et 3, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, on y reviendra, n'est-ce pas Ben? Les deux Jay, on va mettre Tatum et Brown, donc 2 et 3 dans la série. Là, quand on arrive à 4, donc mais même j'ai envie de dire le tiers 4, 5, 6 entre avec Marcus Smart, Derrick White qui fait de très bonnes finales, Robert Williams, donc Andrew Wiggins et peut-être quoi, Klay Thompson derrière. En tout cas, il y a beaucoup plus de joueurs de Celtics que de joueurs de Warriors que tu as envie de considérer quand tu arrives à ce moment-là. Et puis, tu vois, je mettrais... Il y a débat Wiggins-Klay parce que Wiggins, c'est important, mais Klay, tu vois, dans les déplacements, loin du ballon, il fait toujours peur. Donc, il y a aussi cette notion de la crainte qui crée. Le truc, c'est que tu l'as très bien dit. Il y en a un dans un chapeau 1, chapeau 2. Ensuite, il y a le chapeau 3 où c'est un peu le peloton. En théorie, quand t'as... c'est pas, tu vois, c'est là où pour moi ça corrobore nos deux théories, c'est que c'est un vrai problème quand t'as un mec dans le chapeau 1 tout seul, t'en as 2 dans le chapeau 2 qui sont de l'équipe adverse, tu vois, et qu'ensuite il y a encore un gap avec le chapeau 3. Et effectivement, c'est ce qu'on voit où moi Wiggins, je tiens vraiment à dire que cette série, alors bon, ça fait 2 gros si, mais si c'était pas un premier choix de draft et s'il n'était pas payé aussi grassement, on en parlerait vraiment okay. Parce que ça fait 2 gros si quand même. Mais dans le défi physique qu'il est présent, tu l'as dit, c'est le seul. Je trouve que sa verticalité pose d'énormes problèmes aux Celtics, notamment un Jason Tatum sur parmi tous les joueurs qui ont défendu Jason Tatum sur ces playoffs. Bon, il y en a pas mal qui ont. Je regardais les stats, en gros plus de 100 possessions sur Tatum. C'est de loin celui qui fait le meilleur taf que Wesley Matthews, que PJ Tucker, Jrue Holiday. Bruce Brown avait aussi fait un bon taf, mais il faisait beaucoup de fautes. Pour vous donner un ordre d'idée, face à Wiggins, Tatum a tiré 39 fois, il a mis 13 tirs, il a 33%. On voit bien que sur les finitions, parfois, il galère un petit peu, quand il y a l'aide, notamment parfois de Looney. Donc Wiggins fait sa bonne série. Globalement, cette série, c'est un Curry étincelant. C'est parfois Klay et Draymond un peu... On se pose des questions sur certaines séries et les role-players des Warriors qui font le taf. Là où, je suis désolé parfois, ça fait 27 minutes, peut-être que c'est peut-être le moment où on va commencer à entrouvrir ce débat. Là où je trouve que, et c'est un peu mon sujet de débat avec Monsieur Allen Hughes sur ses finales NBA, Jason Tatum fait des finales très quelconques. Parce que, selon moi, je le juge d'une manière différente des gens. Je pense que la plupart des gens jugent Jason Tatum comme un jeune joueur de 24 ans qui vit ses premières finales NBA en tant que franchise player contre une équipe très solide des Warriors. Je l'entends. Moi, je juge pas Jason Tatum comme ça. Je juge Jason Tatum comme un joueur qui a eu de multiples apparitions en finale de conférence, qui toque à la porte du DH20, qui a été first team All NBA cette année et qu'on met très récemment dans la discussion des meilleurs joueurs NBA. Eh bien, dans cette discussion-là, vous retirez le nom Jason Tatum du maillot, vous mettez n'importe quel mec qu'on classe dans ces eaux-là, on n'aurait pas le même discours. Sur le playmaking, je l'ai dit, il est correct, mais sur les tirs, Jason Tatum fait une bonne série au scoring, mais il fait une bonne série au scoring parce que c'est une série dans laquelle il a beaucoup de tirs ouverts à 3 points. Enfin, je veux dire, il a 31 tirs à 3 points dans la série, il en a 24 ouverts. Et autrement, pour ce qui est de la finition près du panier, il fait pas une bonne série. Il est à 7 sur 14 dans la restricted area, 2 sur 17 à mi-distance, 5 sur 20 dans la peinture. Moi, je trouve vraiment sa série quelconque. Et je vais m'arrêter là, Adrien, mais il reste 3 matchs, donc il peut se relever, hein. Mais c'est pas une série de superstars NBA. Alors il est jeune, c'est un paramètre, mais c'est une série quelconque. Ah, tu as dit, après, quelconque, le mot est dur, mais il est choisi
pour bien résumer pour ceux qui écoutent, parce que je sens que tu risques d'avoir quelques retours. C'est la question centrale que tu poses là, c'est celle du curseur de l'attente autour Exactement. de Jason Tatum. Tu l'as dit, entre celle d'un jeune joueur qui découvre ses finals, ce jeune franchise player, et celui d'un joueur, alors t'as dit toque à la porte du DH20, mais qui toque à la porte du top 10, ouais, de du notre top 10 top du 11 DH20, pour ceux qui ont suivi, de vraiment ce gratin de la NBA, des joueurs qui, dans ce tiers-là, on retrouve à peu près des Damian Lillard, des je sais pas, qui peut y avoir de Jimmy Butler. Ouais. Voilà, des joueurs comme ça. Est-ce que si Lillard fait une série avec le supporting cast, parce que c'est ça aussi, avec autour donc ces joueurs dans le peloton, dans ces role players d'équipe, fait une performance au scoring surtout de ce standing là, c'est vrai que les critiques pourraient être plus acerbes. Après, dans le playmaking sur le début de la série, il a quand même réussi à trouver les bonnes passes. Alors aussi avec les choix donnés par la défense, notamment sur le game 1, mais sur le game 1, il fait un 12 passes pour 2 turnovers, quelque chose comme ça. Hier, il a 6 passes, 6 turnovers, ce qui est déjà beaucoup moins bien, enfin, qui pose d'autres soucis. Et après, tu l'as dit, il y a ces prises de tir. Il y a un moment donné, en fait, j'ai du mal à comprendre la sélection de shoot, et j'inclus Jaylen Brown aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'en début de match, on voit les deux Jay qui prennent des shoots. Ils prennent souvent des tirs compliqués. Ce sont des shot makers, des bad shot makers. Ils prennent des deux compliqués, des turnarounds. Ils vont jouer leur 1 contre 1. Très bien. Mais au fur et à mesure que le match s'allonge, leur réussite plonge sur ces tirs-là. Et effectivement, tu vas avoir besoin des drives, tu vas avoir besoin d'autres 3 points. Et j'ai l'impression qu'on est toujours sur cette discussion, même s'il y a évolution petit à petit, de quand savoir prendre le ballon et dire poussez-vous, mettre le panier qui fait respirer, notamment dans ces trous d'air dont on parlait sur les Celtics, ces moments où en attaque, ils n'arrivent plus à marquer un panier. Tu as besoin de ce gars, ce qui a très très bien fait Jimmy Butler, par exemple, sur la série précédente, en disant bon, c'est bon, on n'arrive à rien, en plus avec l'attaque du Heat qui avait des soucis qu'on n'évoquera pas, ce n'est pas le sujet, mais voilà. Mais ce moment où tu as le gars sur le terrain, même LeBron l'a beaucoup fait, LeBron qu'on salue beaucoup justement sur le fait qu'il fasse jouer les autres, il fait toujours la bonne passe, il donne le 3 points à Danny Green, etc. LeBron James, il a ce truc-là du fameux, passez-moi l'expression, le fuck you 3. Lui, bon, il prend la balle, poussez-vous, je mets 2 points, voilà. Ça rassure tout le monde et on y retourne. Et il y a de savoir quand alterner, surtout sur les fins de match. T'as l'impression que ça manque de maturité, de choix du côté des Celtics, parce que il y en a qui pourraient tomber aussi sur Udoka, sur le coach, qui jusque-là se défend très bien. Mais j'ai commencé à avoir quelques critiques après le Game 4 sur, oui, à la fin... il doit plus tomber sur ce joueur, les Celtics doivent arrêter de prendre des 3 points, etc. À un moment donné, c'est les joueurs qui jouent. Je pense pas qu'Udoka en sortie temps mort dit bon allez les gars, tous des 3 points et on espère que ça va rentrer. Surtout que Udoka, tu vois, en conf de presse, dit de Jason Tatum après le match 4 qu'il cherche trop les fautes. Et c'est un truc qu'on voit, c'est-à-dire que Tatum alors c'est un truc qu'il fait tout le temps et globalement c'est à peu près toutes les superstars, mais Tatum très souvent va demander les fautes, notamment face à Andrew Wiggins. Pas contre les autres parce qu'il a l'avantage physique et il finit plus facilement. Là où en réalité, parfois, c'est bête, mais il passe trop de temps à se plaindre de la faute et le repli défensif est pas trop là et ça permet aux Warriors d'accélérer. Non, mais puis c'est ça. Dans le côté chercher la faute, enfin, moi je le comprends comme ça en tout cas, c'est de commencer à chercher la faute avant même d'avoir joué l'action. C'est-à-dire que tu as pris ta décision d'aller chercher la faute et de demander la faute et de faire ce qui est la caricature de James Harden qu'on peut faire parfois. De dire, bon, je vais chercher la faute, et puis j'essaye même pas de finir. Il y a beaucoup de possessions aussi où tu peux prendre un N1, il y a une faute sur toi, continue, reste solide sur les appuis, essaye de finir, ce que le premier coach de départ te dirait, de finir, de prendre les 2 points, et après t'en auras un 3e si jamais. Là, c'est, j'y vais en me disant, je vais avoir la faute, et si je l'ai pas, soit je lance la balle en l'air comme je peux, soit je kick out un peu n'importe comment, ce qui ne permet pas forcément un très bon shoot à ton équipier, qui reset la possession sans créer de décalage, etc. Donc c'est des mauvaises fautes recherchées, ce n'est pas de l'agressivité vers le cercle pour aller chercher une faute qui va vraiment te donner des points. C'est dans ce sens-là. Enfin, c'est plus une critique parce qu'aller chercher une faute, ça peut aussi être dit d'une manière positive. Après, on sait que c'est une manière de jouer assez aléatoire à ce niveau de la compétition. Aller chercher les fautes, tu vois, si tu tombes sur des matchs où parfois les arbitres laissent les joueurs d'en face te découper, ça peut être compliqué. Mais effectivement, t'as raison. Il faut que je précise l'idée parce que je sens que là, mes DM vont s'affoler. Enfin, quand on parle d'un joueur DH20 qui de ce niveau-là, je vais pas vous faire la liste des mecs qui sont récemment allés en finale NBA, mais c'est du très très lourd. Ça exige un type de performance, une gamme de performance. Jason Tatum, il y est pas du tout à l'heure actuelle. Alors, il peut le faire sur les 3 derniers matchs, et en plus, je pense que contrairement aux autres joueurs de cette élite,
il a un problème pour lui, c'est qu'il n'est pas dans une équipe héliocentrée, ce qui fait qu'en fait, il sera moins mis en avant quand ça va bien, contrairement à ces joueurs-là. Mais je trouve que la copie, c'est un 11 sur 20. Alors, c'est pas mauvais, hein. C'est loin de là, mais c'est juste, c'est quelconque. Franchement, je suis assez content d'avoir trouvé quelqu'un. Bref, passons. Et tu vois, si on veut ouvrir le dossier Jaylen Brown, c'est intéressant quand on faisait un peu ces paliers de niveau, on met Jaylen Brown et Jason Tatum sur le même palier. Au début de la série, il y a aucun doute que Jason Tatum est un petit cran au-dessus de Jaylen Brown, un demi-cran au-dessus. Alors Jaylen Brown a ses défauts. Le dribble sur le début de la série, les Warriors, je trouve, l'ont beaucoup attaqué, mais il a fait un peu le taf. Après, oui, je comprends ce que vous l'aviez un peu dit sur le précédent podcast. Parfois, la sélection de shoot c'est du Marcus Smart light. Enfin, c'est un peu, on s'arrache un peu les cheveux. On s'arrache un peu les cheveux. Mais, je trouve que dans son rôle de 1B, 1A prime, globalement, Brown fait plus ou moins le taf. Je trouve que, contrairement à Tatum aussi, dans les périodes où ça va un peu moins bien, il a eu cette capacité, notamment match 3, premier quart, où il est incandescent. Enfin, il a vraiment cette capacité. C'est lui qui tient les Celtics dans le game avant le gros run. Tu vois, il a ces périodes-là où il arrive à prendre à l'attaque à lui quand ça marche pas. Donc, à voir. Alors après, hein, je connais ça va faire 6 ans que je fais les podcasts. Jason Tatum va mettre 44 points dans le match qui arrive. Je le comprends parfaitement. C'est la règle. Je dis juste que, mais tu vois, ça renvoie vraiment à la manière dont j'avais posé la question pendant la série Bucks Celtics. J'avais dit, si jamais Jason Tatum et les Celtics perdent là, on considère Tatum comme un jeune joueur qui a besoin d'expérience ou comme un mec first team All-NBA qui a échoué face à une équipe diminuée, tu vois. Il y a un peu cet aspect-là où Tatum est tellement jeune qu'on sait pas trop comment le juger. Et puis il y a aussi ce côté, les jeunes en finale NBA, je trouve que les gens parfois ont tendance à vouloir être trop gentils. Tu vois, on avait reçu quelques critiques sur notre manière de parler de Devin Booker la saison dernière. Devin Booker avait beau être jeune, il y a un moment quand t'es top 20 NBA, t'es en finale NBA, il y a une exigence de performance. Je suis désolé. Oui, tout le monde n'est pas LeBron James, mais il y a des exemples à la Dwayne Wade, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis il y a cette question, ce que tu mets en avant de comment on va le juger, c'est cette question qui va revenir. Je pense qu'on refera le bilan après la série, après les finals, mais de cette fameuse fenêtre qu'on évoque souvent, la fenêtre du titre. Et c'est vrai que pour ces Celtics, Alan avait déjà exprimé les regrets qu'il pouvait y avoir après la bulle, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait la place. Et même si tu manquais peut-être un peu d'expérience, comme tu as dit, que tu étais jeune, tu l'as raté, tu as l'impression que derrière ça se referme parce qu'il y a des équipes plus fortes que toi. Cette année, c'est encore un peu le cas. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout au long des podcasts de cette saison. C'est peu probable que tu retrouves une équipe de LeBron avec XY à côté qui ne fasse pas les playoffs. Tu risques de retrouver les Clippers au complet, les Nets, les Sixers. On te touche du bois pour que Joel Embiid soit en forme. Enfin, je sais plus. Voilà, je cherchais du bois autour de moi. Heureusement, mon bureau est en bois, tout va bien. Mais voilà, c'est-à-dire que là, tu as cette opportunité plus que jamais d'ailleurs parce que tu es en finale et tu sembles pas, comme tu l'as dit, tu ne sembles pas être la moins bonne équipe sur l'ensemble de la série. Et c'est ça un peu le paradoxe. On peut peut-être prendre un peu de recul sur là où on en est dans cette série. C'est les Celtics semblent être la meilleure équipe, comme tu as dit, globalement en tout cas sur le plus de temps. Si on découpe les matchs par minute, la majorité des minutes, c'est les Celtics la meilleure équipe. Mais avec le scénario qui se répète de ces runs, etc. Je pense, alors nous on est ni toi ni moi sommes fans des Celtics ni des Warriors, du coup c'est un peu difficile d'avoir ce ressenti, mais j'ai l'impression. Vraiment, c'est deux équipes que j'aime bien. Enfin, je te laisse continuer. Oui, non, mais alors bon, moi les Celtics, il faut rester calme. Il y a une notion de rivalité qu'il faut garder, donc voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Non, mais globalement, si on parle juste basket, il y a pas d'affect. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que du côté des deux fanbases, personne n'est vraiment rassuré. C'est-à-dire que du côté des Warriors, on est bien conscient que les Celtics sont quand même meilleurs globalement, que tu t'en sors parce que t'as un Stephen Curry surréaliste. Enfin, surréaliste, j'en sais rien. Enfin, t'as juste un Stephen Curry incandescent, on va dire ça comme ça, parce que c'est plus surréaliste à ce niveau-là. Le gars fait des choses surréalistes au quotidien. Donc finalement, est-ce que c'est pas la norme? Bref, tu es conscient du côté des Warriors que tu tiens à pas grand-chose ce 2-2. Et du côté des Celtics, t'as l'impression de revoir à chaque fois. Tu te rends, on voit dans les messages qu'on s'échange, les messages d'Alan, à chaque fois qu'il y a des runs de 3 points, de troisième quart, il dit ah non c'est mort, on va pas la gagner. Alors Alan a un côté très
je sais pas, contre karma. Il va être volontairement pessimiste pour ne pas être déçu à la fin. Mais c'est quand même quelque chose qu'on revoit. J'ai l'impression que personne n'est rassuré parce que le scénario est vraiment incertain sur ces finales. Mais donc à 2-2, alors qu'on a déjà joué 4 matchs, on n'est pas beaucoup plus avancé. J'ai envie de dire que les problèmes de troisième quart, c'est un peu un jour sans fin. Et ces playoffs des Celtics, c'est un jour sans fin. Honnêtement, ce que tu viens de dire, Adrien, tu exclus le premier tour, tu peux le dire pour toutes les séries des Celtics. Ça arrive contre les Bucks, ça arrive contre le Heat, ça arrive maintenant. T'as toujours l'impression c'est la meilleure équipe et ils se retrouvent toujours à 2-2 à chaque fois. À chaque fois. Alors, mauvaise nouvelle, cette fois-ci, ils n'ont pas l'avantage du terrain comme contre le Heat. Mais il y a vraiment cette sensation du côté des Celtics dans ce round de playoffs où tu te dis, t'arrives au match 4, il y a 2-2, c'est la meilleure équipe, comment ils se retrouvent à 2-2? Enfin, là, c'est un peu moins, je trouve, extrême que dans la série contre le Heat où pour moi, c'est indescriptible qu'il soit à 2-2. Oui, c'est surréaliste que le Heat, en gagnant 2 cartons... Ouais, en gagnant genre 3 cartons, il soit là. Mais là, il y a aussi cette sensation-là. Et là où je peux comprendre la peur, si tu vois, tu compares les deux fanbase, c'est très intéressant. Il y a vraiment cette peur d'Alan qui l'a pas exprimé comme ça, mais je le paraphrase, j'espère qu'il m'en voudra pas. Le truc, c'est que j'ai en face de moi, j'ai un Stephen Curry, tu vois. J'ai un danger Klay Thompson aussi, qui peut se réactiver. On sait que on l'a un peu critiqué, mais ça reste un shooter d'exception. On a Jordan Poole qui, à tout moment, qui se remet, qui s'acclimate petit à petit à ses finales NBA et qui peut, sur des séquences aussi, enchaîner 2-3 bombinettes. Nous, enfin, si je métamorphose en Alan, nous, on a des séquences de trous. On a des séquences de trous, tu vois. Et il y a cette peur du coup là qui se crée. Là où je serais rassuré du côté d'Alan, c'est que je trouve que côté Celtics, il y a toujours cette capacité à sortir des role players. Je veux dire, la première mi-temps du Time Lord c'est le meilleur joueur sur le terrain qui s'appelle pas Stephen Curry. Enfin, vraiment. Ce qui est une performance. Il est vraiment incroyable, alors qu'il score pas beaucoup, hein, mais dans la dissuasion, dans l'attaque, en attaque sur la pose d'écran ou même sur la prise de rebond, vraiment, il fait une incroyable. Il a prise de décision sur short roll, là. Il y a cette espèce de passe de kick-out dans le corner pour je sais peu qui en très très rapide. Il fait des très bonnes prises de décision. Enfin, il y a un progrès vraiment. Bravo, monsieur. Et tu vois, c'est là où tu peux toujours avoir ce côté-là. Après, oui, effectivement, c'est l'indécision et c'est pour ça, juste avant qu'on enregistre, moi, je te disais, je suis pas plus avancé, en fait. On en est au match 4. Et, c'est pas pour faire le café du commerce, mais je sais pas, enfin, tu vois, c'est une série extrêmement indécise qui, notons-le, du coup, amène beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup de réflexions sur le fait qu'on a peut-être, les gens confondent ce qu'on avait dit par rapport au niveau de jeu et l'intérêt de la série. Ce sont deux choses totalement différentes. Je te laisse continuer. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on l'avait évoqué plusieurs fois, on en discutait entre nous sur le niveau de ces finales qui n'était peut-être pas. On parle de niveau de basket, de précision et de talent aussi, parce que c'est surtout ça peut-être, parce que là dans le tiers 1, t'as Stephen Curry, tu l'as dit, Stephen Curry qui est le meilleur joueur de la série. Les finales qu'on évoque, qui sont peut-être pas les deux dernières, mais si on remonte au milieu des années 2010 avec donc les grosses équipes d'un LeBron, je vais pas refaire le schéma de LeBron James en 2016, vous l'avez tous vu, de ces Warriors là avec justement le trio qui était à son plein prime plus KD, même donc les autres équipes avec le Houston CP3 Harden de très haut niveau, avant ça même les Spurs en début de décennie, enfin toutes ces équipes où voilà, le niveau était plus élevé, le niveau plafond était plus élevé que ces finales-là. Mais ce n'est pas parce que le niveau est peut-être un peu plus bas, et ça veut pas dire que ça joue très mal, hein. Non, c'est pas non plus ce que je veux dire. Parce que il y a des séquences où ça joue, c'est un niveau de malade. Enfin. C'est ça. Et ce sont des séries. Alors, vu que je parlais du talent, là, cette série, ces finals sont très intéressantes aussi tactiquement, puisque comme il y a des faiblesses sur les différents profils des deux équipes et des joueurs qui sont sur le terrain, il y a une série tactique aussi. Donc, il y a aussi un intérêt à ce niveau-là. Et c'est une série très intéressante. Et en plus, il y a la dramaturgie, là, qu'on vient d'évoquer sur, la première défaite des Warriors chez eux, dans leur nouvelle salle en play-off. Voilà. Donc, le Boston qui a été fort à l'extérieur tout au long de ces play-offs. Donc, il y a cette dramaturgie. C'est-à-dire, allez, ils rentrent à la maison, ils peuvent ressortir à 3-1. Et finalement, il y a 2-2 sur le match qu'on vient de voir, cette performance qui est, une performance dont on va se souvenir, hein, quand même, pour revenir à 2-2. C'est toujours un match charnière, le Game 4. Et tu as Steph Curry qui nous sort ce match-là. Et tu retournes à 2-2.
et tu pourrais te dire, ah ok, les Warriors ont récupéré l'avantage du terrain, et en même temps ils viennent d'en perdre un à la maison, et Boston se sent confiant. Donc il y a le terrain où il y a ces aspects tactiques, puisque avec tout ce qu'on a évoqué, il y a des mini-ajustements aussi qui se passent sur les défenses, sur les attaques aussi, la manière d'attaquer des Warriors, enfin tout ce qu'on a évoqué durant ce podcast. Et à côté une dramaturgie, enfin en tout cas un scénario qui se dessine, qui a tout pour faire monter petit à petit la hype. Et d'ailleurs on le voit, l'intérêt qu'on mesure avec le fameux jauge des messages dans la conversation d'Unkebdo. Ouais. sur chaque série. Alors ça, c'est plus fiable que les sondages, tout le sondage. Vraiment. Exactement, c'est notre méthode à nous interne à Dunkebdo. Bon, sur l'avancée de ces playoffs, petit à petit, il y avait quand même des matchs où il y avait beaucoup moins de monde. Hein. Après, l'avantage, c'est que comme tu es maintenant du matin, tu te rajoutes au tas. Mais en tout cas, là, sur ces faits-là, sur ce Game 4 hier, il y avait pratiquement tout le monde, et tout le monde avait des choses à dire. Parce que voilà, l'intérêt est grandissant sur ces finales, et on est très heureux de les voir, et très curieux, parce que comme tu le dis, c'est tellement incertain, très curieux de voir de voir le dénouement de cette histoire. Même si je crois que je l'ai déjà dit, mais tu vois, tactiquement, je trouve que les deux coachs font pas des séries incroyables. Je trouve que Steve Kerr, sur certains aspects, est pas fou. Autant on souligne le bon choix de sortir Draymond à un moment, coup de poker, réussite, mais il tente un moment, parfois il joue du small ball sur certaines séquences où c'est pas du tout inspiré parce que ils se font tordre au rebond, et le rebond c'est un aspect décisif de cette série. À la seconde où Boston domine au rebond la série, le match à chaque fois où le carton est terminé. Du côté du Doka, effectivement, il y a peut-être ces critiques vis-à-vis de sa gestion des 2J. Les coachs font des séries. Alors après, est-ce que c'est pas lié au fait qu'ils ont des équipes perfectibles aussi, du coup? Oui, c'est ça, mais j'ai aussi l'impression que c'est des ajustements un peu plus fins, un peu plus à la marge, pas forcément sur les types de rotation que tu vas faire, même si c'est un peu le cas, tu l'as dit, il y a ce fameux cas de Dre, et je pense qu'on va en reparler, parce que le 5 avec Otto Porter, je suis pas sûr qu'on le revoit, Otto étant en partie blessé, d'ailleurs, il me semble. Donc il y a eu des minutes avec Bjelica, on entend parler de ce refrain, peut-être Kuminga qui reviendra, mais je pense que de par les faiblesses de leurs deux équipes et de leurs rosters respectifs pour les deux coachs, mais aussi de ce qui fonctionne, du coup, des qualités qu'ils ont et qu'ils ont réussi à exacerber, à mettre en pratique. Tu n'as pas trop envie, tu as un peu peur de tout chambouler en faisant des grandes décisions très drastiques, ce qu'avait peut-être moins peur de faire Kerr sur ses précédentes finales avec les Warriors, où tu as l'impression que tu remplaçais un pion par un autre, en fait, tu déséquilibrais la façon de jouer, mais en termes de production, de niveau de jeu, tu étais toujours bon. C'est-à-dire que tu avais différentes façons de jouer, mais tout aussi efficaces les unes que les autres, où là, si effectivement, quand t'as plus Curry, enfin, c'est-à-dire que ton attaque dépend de Curry et du shotmaking de Poole et éventuellement Klay Thompson, bon, t'as pas 46 façons de jouer autour de ça, quoi. Ouais, totalement, ouais. Même si ton gars, Gary Payton, fait, alors pas offensivement, mais défensivement, fait des bonnes perfs. Et puis, du côté des Celtics aussi, il y a, comment dire, sur le reste big ou joue pas big, les Celtics, c'est un peu ça, hein, la question. C'est un peu ça, tu vois. On n'a pas cité encore son nom, tu vois, mais Al Horford, là, encore un joueur dont j'adorerais disserter sur le traitement médiatique, parce qu'Al Horford, c'est absolument fabuleux. Pour une partie d'NBA Twitter qui l'adore, je fermerai la parenthèse. Il y a un peu ce débat-là. Moi, sur la série, c'est notamment sur le début de la série, je ne comprends pas les 5 où Pritchard et Tice, ou même jouent ensemble. Enfin, c'est des 5 qui doivent plus voir le jour. Tice ne joue plus. Donc, ouais, Tice ne joue plus, donc c'est une bonne nouvelle pour les Celtics. Mais du coup, il n'y a pas trop de changements, et c'est d'un côté, Adrien, on entame le match 5. Normalement, il n'y a pas de il n'y a pas de lapin qui sort du chapeau au match 5. Enfin, les mecs se connaissent maintenant. Oui, mais commence à y avoir des évolutions physiques. Il peut y avoir des petites blessures. Là, je l'ai évoqué pour Otto Porter. Et puis tu peux avoir, parce que Daniel Tice, théoriquement, je vais être moins dur. Je pense que théoriquement, il y a un joueur jouable, mais un peu comme Peyton Pritchard dans des situations très particulières, peut-être pour justement cette histoire de défi physique. Pas les deux, en fait. Tu vois. Oui, bah, peut-être pas les deux en même temps, mais justement, comme du côté de Boston, les ajustements du côté de Boston se font surtout sur la manière de défendre. Je pense que voilà, c'est ça. C'était très en drop sur le game 1. Là, on a commencé à remonter. Même chose d'ailleurs du côté des Warriors sur le choix de soit se faire tuer entre guillemets par les role players sur des 3 points, soit de laisser peut-être un peu plus d'espace aux deux stars et de couper les lignes de passe. Voilà, on a des ajustements à la marge sur les rotations.
peut y avoir des coups de bluff sur les petites séquences, sur les moments de banc. J'ai l'impression que sur les 5, on est à peu près d'accord que on va se regarder dans les yeux avec la manière dont on joue maintenant. Donc big pour les Celtics avec Horford et Williams en deuxième couverture en défense et avec l'attaque habituelle. Et du côté des Warriors avec Kevon Looney pour répondre à ce défi physique. Donc la line-up avec Kevon Looney, et je pense que Draymond Green va moins voir le terrain sur ces moments-là. La question, c'est l'autre line-up, entre guillemets, les moments où tu as ni Curry d'un côté ni les deux Jets de l'autre, ou au moins un des deux Jets, et de savoir si tu vas jouer plus physique, si tu vas vouloir jouer le spacing du côté des Warriors avec Bjelica, est-ce que tu vas tenter le bluff Kuminga, est-ce que de l'autre côté, comment tu vas y répondre? Voilà, peut-être là-dessus qu'on pourrait voir des petits ajustements. Pour moi, de manière assez simple. Le meilleur centre des Celtics, c'est assurément Smart, White, Tatum, Brown, et ensuite tu choisis lequel de tes big man et pas Grant Williams. J'ai beaucoup de mal avec le joueur qui est Grant Williams. J'avais déjà un petit peu ce sentiment-là sur la saison régulière, et maintenant que je le regarde beaucoup en playoff, je trouve bref, du coup, ça va être soit du Al Horford, soit du Time Lord. Moi, je l'appelle pas Robert Williams. Pour moi, c'est le Time Lord. Donc, du coup, c'est assurément le meilleur 5. Et c'est vrai que du côté des Warriors, je trouve qu'il y a peut-être sur le meilleur 5, tu vois, pas celui qui commence, il y a peut-être encore cette question sur séquence, ce qu'on fait du cas Draymond Green, ce qui se passe avec ce qu'on fait avec un Jordan Poole, parce que en réalité, la supernova côté Warriors reste le 5 où il y a Jordan Poole. Mais c'est un 5, on le dit assez dans nos conversations, c'est un 5 qui n'est viable uniquement que si tu mets tout, et ils ont mis tout de manière, c'est logique, de manière intermittente. Donc on verra. D'où l'intérêt du Wiggins physique que tu fais jouer en 4, peut-être si tu mets Gary Payton à la place de Poole pour être un peu plus, voilà, ces questions-là, quoi. Mais Adrien, la tradition dans ces podcasts de bilan, c'est de parler des MVP des finales. Ok, si la série se termine, Warriors, oui, Steph est MVP. Ils vont le donner à Jason Tatum. Ils vont trouver un moyen de lui donner. Alors, la tournure de ta question sous-entend de manière très explicite que pour toi ce serait un scandale. On a bien compris, Ben, merci beaucoup. Alors pas un scandale, mais oui, tu vois. Mais oui, a priori, je pense, en tout cas en l'état, si on garde cette dynamique-là, que les Celtics s'imposent au bout, je pense que c'est Jason Tatum qui l'aura. Pour Laura et pour les. Puis il y a tout le narratif. Il y a moi qui me gonfle autour de Kobe, hein, vous l'avez compris. Parce que justement, j'évoquais tout à l'heure le fait que je peux pas être foncièrement pour les Celtics pour une raison évidente. Ça me tue d'avoir un mec des Celtics avec un brassard purple and gold. Mais c'est mon côté un peu vieux réac dans le basketball. Non, mais même moi, je suis un progressiste du basket et même moi j'étais choqué. Non mais oui, je pense que sur les highs de Jason Tatum, enfin les moments où il est au top, où il fait des grosses sessions de scoring, ses tirs sont peut-être un peu plus impressionnants. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être acté que Jason Tatum est un A et que Jaylen Brown est un B et que du coup, c'est lui qui prendra les lauriers. Hors performance, j'ai envie de dire curriesque qu'on a pu voir du coup sur ce Game 4 d'un des deux qui peut-être peut faire éclater, parce qu'on sait que le MVP des finals, alors certes, il se décide souvent, enfin à la longue, il se voit, hein, ce sont les meilleurs joueurs, notamment quand tu as des affrontements entre KD et LeBron pour schématiser, mais il peut aussi se décider sur les 2-3 derniers matchs et selon le narratif, selon ce qui s'est passé, si Jaylen Brown met 2 matchs à 45 points, bah, ce sera Jaylen Brown. Si c'est Tatum, ce sera Tatum. Tu vois à peu près où je veux en venir. Totalement. Surtout que si on se souvient, tu vois, on fait souvent les bilans match après match. La série dans la bulle Heat Lakers, il y a un moment au milieu de la série, on se dit est-ce que peut-être Anthony Davis peut peut-être lui voler. En fait, tu remarques que très souvent, c'est le meilleur joueur de l'équipe de base, tu vois, globalement, qui passe sur la série, Tatum. mais au globe. Donc Tatum qui l'aura, je pense, ouais, je pense. Ou alors Robert Williams, Dark Horse. Par contre, s'il vous plaît, arrêtons cette Zumba. Et peut-être Curry, non. On l'a pas donné à LeBron des années où il était gotesque. Donc, on ne donnera jamais. Mais ça, après, je suis pas sûr que ça fasse jurisprudence. C'est-à-dire que, oui, à un moment donné, on a pu ne pas le faire, mais on peut le refaire. Comme là, il y a eu cette décision cette année de filer le Depoy à un guard, à Marcus Smart, donc en l'occurrence. Ce qui n'avait pas été fait depuis un bon moment. Du côté de la NBA, j'ai l'impression que ça dépend. Donc, ça pourrait très bien arriver. Parce que, il y a ce, en supplément de LeBron, il en a eu d'autres, des Finals MVP, donc du coup, on s'en fout un peu. Là, il y a ce narratif qu'on a évoqué en tout début de podcast de Curry, qui n'a pas eu son MVP des Finals,
Et ce truc, cette fameuse marotte sortie d'on ne sait d'où que oui, Curry en finale il est nul. Là non. Donc du coup peut-être que pour compenser ce fameux Finals MVP d'Iguodala, qui n'est pas forcément démérité, hein, mais bon bref, c'est un très long débat. Pour compenser ça, il pourrait lui donner, même si les Celtics gagnent. Ça me surprendrait, hein, honnêtement, mais il existe. Enfin, je vois une logique et je vois très bien une logique de la NBA autour de ça. Ouais, il faudrait qu'en gros, Tatum et Brown, ça aille en 7, Tatum et Brown font 3 matchs moyens et Curry continue sur la même veine. Après, moi, je vous avoue, c'est moi un petit peu mon côté ancien étudiant en histoire. Je me base trop sur ce que j'ai vu et je n'y crois pas. 55 minutes n'empêche Adrien. Ouais, on est bavard. Bientôt. Oui, je pensais qu'on allait faire beaucoup plus court comme on était parti. On est peut-être un peu moins resté sur l'analyse de match après match. On a peu parlé du Game 3, mais sur l'ensemble de la dynamique de ces finales, forcément, on avance. Ouais. On a vu 4 matchs, donc on commence à avoir envie d'évoquer des théories. Et en même temps, il y a tellement d'incertitudes. C'est ça qui la rend passionnant. Et ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Elles sont passionnantes, ces finales. On a envie d'en parler. Bah, surtout parce que, je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas entrevu avec je dirais pas certitude, loin de là, mais qu'on peut vraiment envisager un match 7 en finale NBA. Ça fait longtemps quand même. Enfin, l'année dernière, il y avait cette possibilité-là, mais dans la bulle, tu vois bien que le Heat est quand même en difficulté. Cramé. Et les années, les années d'avant, il y a la surdomination Warriors, et puis il y a cette finale Raptors Warriors où les Warriors tombent un par un. Donc, je veux dire, un match 7 de finale NBA, personne ne refuse, donc il y a peut-être ça aussi qui nous inspire. Oui, puis de voir peut-être un peu moins de blowout. Alors il y a eu quelques matchs lâchés, hein. Enfin on a eu quelques garbage time entre guillemets, puisque la décision était faite un peu plus tôt, mais ça n'a pas été le cas sur ce game 7. On a joué presque jusqu'au bout. Bon, à 1 minute 30, c'était réglé, mais ça va un peu plus loin. Donc effectivement, c'est ce dont on a envie. C'est la dramaturgie qu'on préfère de toute façon, notamment. Alors je dis on. En tant que spectateur neutre, parce que je pense que Alan ne signe pas forcément sur un game 7 du côté de Golden State avec une fin de match serrée. Je sais, voilà. C'est ce que nous ont dit pas mal d'auditeurs en plus qui pariaient 7 Boston, ce qui est un pari je trouve assez osé, mais j'applaudis pour le panache. Et j'allais dire une dernière chose que j'ai oubliée. Donc ça doit être la fatigue qui parle. Mais écoute, tu as le temps de réfléchir, le temps de refaire le protocole de fin. De parler une nouvelle fois, de vous remercier de nous avoir écouté longuement donc à 2-2 sur ces NBA Finals du côté du podcast Dunkebdo sur votre plateforme de podcast évidemment. Donc nous sommes des podcasteurs avant tout. Vous nous retrouvez sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Spotify. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui mettent les notes, les étoiles, les cœurs, les je ne sais plus quelles sont les formes, mais toutes les notes. Ça fait toujours plaisir et ça nous sert également. C'est très utile, hein, ça aide pour le référencement du podcast. Soyons transparents jusqu'au bout dans le protocole. Même chose sur YouTube, puisqu'on a de plus en plus de vues, on a eu des commentaires très sympathiques, donc on vous remercie. Et puis bien sûr, retrouvez-nous sur Twitter. J'imagine qu'on va vous entendre là, notamment Ben, prépare tes messages privés. Et puis notamment autour de Jason Tatum, puisque je vois que tu me regardes avec un regard interrogatif. Non, là, je suis en train de me dire, mais je voulais dire quoi? J'arrive pas à retrouver ce que je voulais dire. Et on arrive au bout. Et ce qui est insupportable, c'est que je vais retrouver ce que je voulais dire à la fin du jingle, tu vois. Ça va m'énerver. Eh bien, si jamais, je te propose de t'enregistrer tout seul si tu le retrouves d'ici une demi-heure et de le mettre au montage, de le coller à la fin du podcast si jamais tu le retrouves. C'est vraiment un truc horrible à pas faire. Si vous faites des podcasts, faites pas ça. Mais ok. Ça reviendra pas. Ça devait être à propos des finales, du fait qu'on s'amusait bien. Enfin bref, ok. Eh ben c'est ça. Ce sera le mot de la fin. On s'amuse bien dans ces finales NBA et on espère que ça va continuer. Le prochain, le game 5 du coup, c'est lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, il me semble. On va pouvoir un peu se reposer pour ce week-end, essayer de retrouver un peu d'énergie, parce que ça fatigue, hein, mine de rien, les finales en termes de rythme. En tout cas, quand on est en rythme français. Je sais pas comment, du coup, si c'est pas un peu mieux en rythme coréen. Bah, c'est un peu mieux, mais là, je suis en train de calculer que je suis quand même tu vois, le podcast, j'ai quand même mes 2 derniers podcasts, c'est un podcast enregistré réveillé à 6 heures pour l'enregistrer et un fini à 3 heures du mat. Donc. Ah oui, c'est vrai. Je t'avoue qu'en fait, oui, c'est peut-être bien pour le regarder le match, mais pour enregistrer après, c'est compliqué. Et ben du coup, envoyez aussi des messages à Ben pour lui donner du courage. Et merci du coup de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt pour parler une nouvelle fois de ces finales NBA, en essayant d'y voir un peu plus clair, Celtics ou Warriors. À réponse d'ici peu. Merci à vous et à bientôt pour un prochain podcast. Salut.